緩やかな丘を縫って駆けてくる馬車迎えに来るの迎えに来るのね誰かが私を連れて行くのね白い花の道へ風のふるさとへ連れて行くのね連れて行くのねAprès l'excitation du concert, la vie des écoliers d'Avonlea avait repris son cours, et ils trouvaient bien ardu de revenir au train-train quotidien. Pour Anne, en particulier, les choses apparurent d'une profonde platitude, après les péripéties mouvementées dans lesquelles elle baignait depuis des semaines. Je suis absolument certaine, Diana, que la vie ne pourra plus jamais être la même qu'avant le concert de Noël. Anne parlait si tristement et avec tant de nostalgie de cette période qu'on avait l'impression que cela remontait au moins à 50 ans. Veux-tu que je te dise? Peut-être que dans quelque temps, je m'y ferai, mais je crains que finalement les spectacles ne gâtent la vie quotidienne. Je suppose que c'est pour ça que Marilla les désapprouve. Marilla est une femme de grand bon sens qui ne se laisse jamais aller à rêvasser. Mais je ne tiens guère à devenir une personne raisonnable, parce que les gens raisonnables ne sont pas romantiques, mais on ne sait jamais. J'ai parfois l'impression qu'en vieillissant, je finirai par le devenir. Je deviendrai peut-être la femme la plus raisonnable du monde. Mais Madame Lynde dit qu'il y a peu de chances que ça se produise, et elle me connaît bien. Je suis de son avis. Je n'ai pas dormi une seconde la nuit dernière. Je suis restée éveillée à revivre dans ma tête tous les bons moments que nous avons eus avec ce spectacle. La chose la plus merveilleuse de tous ces moments-là, c'est les souvenirs qu'ils nous laissent et la délectation qu'on a à se les remémorer encore et encore, n'est-il pas vrai? La vie va être bien triste à présent, tu ne trouves pas? C'est dur de retomber dans la réalité. Qu'allons-nous faire maintenant? Oh, je ne sais pas. Pourrait-elle revenir au simple plaisir de la vie avant le concert? Difficilement, d'après ce qu'Anne avait dit à Diana. Quoi qu'il en soit, les écoliers d'Avonlea avaient repris leur jeu habituel. Mademoiselle Stacy faisait tout ce qu'elle pouvait pour rendre les cours intéressants. Malgré tout, le concert avait laissé des traces. Par exemple, Kitty Andrews et Emma White, qui s'étaient disputées pour avoir la meilleure place sur scène, ne s'asseyaient plus sur le même banc, et une amitié prometteuse, vieille de 3 ans, s'était rompue. Josie Pye et Julia Bell ne se parlèrent plus pendant 3 mois, parce que Josie Pye avait dit à Bessie Wright que Julia Bell, quand elle avait salué sur scène, lui avait fait penser à un poulet tendant le cou, ce que Bessie s'était empressée de rapporter à Julia. Aucun Sloane ne voulait parler aux Bell, car ces derniers avaient déclaré que les Sloane avaient pris trop de place dans le programme. Et les Sloane avaient répliqué que les Bell s'étaient montrés incapables de faire le peu qui leur avait été attribué. Finalement, Charlie Sloane se battit contre Moody Spurgeon McPherson, parce que Moody Spurgeon McPherson avait clamé qu'Anne Shirley prenait de grands airs pendant qu'elle récitait ses textes. Le pauvre Moody ayant écopé d'une raclée, sa sœur, Lamé, battit froid à Anne Shirley durant tout le reste de l'hiver. Anne, qui avait toujours aimé la petite fille, eut du mal à comprendre sa réaction.
À l'exception de ces menus accrochages, le travail dans le royaume de Mademoiselle Stacy se poursuivit avec une irréprochable régularité. Les semaines d'hiver s'écoulèrent sans histoire. La saison était remarquablement douce. Il était tombé si peu de neige qu'Anne et Diana pouvaient presque tous les jours aller à l'école par le sentier des bouleaux. Bientôt, ce sera le printemps, Diana, et le paysage va changer du tout au tout. Tu imagines plus de neige et plein de feuilles aux arbres. Oui. Le jour de l'anniversaire d'Anne, elle trottinait les yeux et les oreilles à l'affût, car elles auraient bientôt à écrire une rédaction dont le sujet était une promenade en hiver. Oh, des empreintes! On va aller voir. Oui. On dirait des empreintes de lapin. Oui, et elles sont récentes. Je suis sûre qu'il y a peu de temps qu'il est passé. Tu te rends compte, Diana? Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Oh, mais oui, c'est vrai. Oh, j'avais complètement oublié. Ça ne fait rien. Encore 2 ans et je serai enfin une grande personne. J'en suis bien contente parce qu'à ce moment-là, je pourrai employer de grands mots sans que personne ne se moque de moi. Mais je n'arrive pas à croire que maintenant, je suis vraiment une adolescente. À mon réveil ce matin, il m'a semblé que tout allait devenir différent pour moi. Toi, tu as eu 13 ans depuis déjà un mois. Par conséquent, ce n'est plus aussi nouveau. Tu as eu le temps de t'y habituer. Mais à mon avis, notre vie en a acquis un très net regain d'intérêt. Ruby Gillis dit qu'elle a l'intention de prendre un amoureux dès qu'elle aura 15 ans. Ruby Gillis ne pense qu'aux amoureux de toute façon. Quand quelqu'un écrit son nom sur le mur, elle prétend en être fâchée, mais je suis sûre qu'au contraire, elle en est ravie. Ce n'est peut-être pas très charitable de dire ça. Mais c'est la vérité. Madame Allen dit que nous ne devrions jamais tenir de propos non charitables. Mais ils sortent tout seuls avant qu'on y pense, tu ne trouves pas? Je ne peux pas parler de Josie Pye sans manquer de charité. Par conséquent, je ne mentionne plus son nom et j'évite de parler d'elle quand je le peux. J'espère que tu l'as remarqué. Mais ça t'échappe parfois, il me semble, non? Oh, peut-être bien. Mais j'essaie d'être le plus possible comme Madame Allen, car je la trouve parfaite. Son mari pense exactement comme moi. Sais-tu ce que dit Madame Lynde? Elle dit qu'il est en adoration devant le moindre de ses gestes et que s'il le pouvait, il baiserait le sol où elle a posé ses pas. Et elle trouve incorrect de la part d'un pasteur d'être aussi attaché à une créature mortelle. Mais pourtant, Diana, même les pasteurs sont des êtres humains et souffrent de petits travers comme tout le monde. J'ai discuté des défauts avec Madame Allen. Mon plus gros défaut à moi, c'est d'avoir trop d'imagination et d'oublier ce que j'ai à faire. Ma petite sœur est un peu comme toi, tu sais. Je m'efforcerai le plus possible de me guérir de ces défauts maintenant que j'ai 13 ans. Et avec de la volonté, j'espère bien y parvenir, tu sais. L'avenir nous le dira. Mais as-tu pensé que dans 4 ans, nous pourrons relever nos cheveux? Alice Bell les porte relevés. Bien sûr, puisqu'elle a 16 ans. Moi, je trouve ça ridicule. J'attendrai d'avoir 17 ans pour le faire. Si j'avais le nez de travers comme Alice Bell, je n'essaierais pas d'attirer l'attention de... Oh! Oh! Je ne dirai pas ce que je voulais dire parce que c'était extrêmement peu charitable. De plus, je le comparais à mon propre nez et là, je faisais réellement preuve de vanité, je crois. Anne! J'ai bien peur de trop penser à mon nez depuis qu'on m'en a fait compliment il y a très longtemps. Et j'ai trop tendance à le comparer à celui des autres. Tu as un très joli nez, Anne, c'est vrai. Oh, regarde là-bas, un lapin! Je me demande si les empreintes que nous avons vues plus tôt sont les siennes. C'est possible. Hé, lapin! C'est toi qui es venu par ici tout à l'heure? Hé! Ça, c'est une chose qu'il nous faut noter pour notre rédaction. Oui. Il faudra parler du silence de la forêt. Oui. Regarde bien tout autour de nous. Les bois sont aussi jolis en hiver qu'en été, si blancs, si calmes, comme s'ils s'étaient endormis et faisaient de beaux rêves. Je pourrais écrire ça? Bien sûr. Elle est belle sous le soleil. J'arriverai à écrire quelque chose sur une promenade d'hiver en forêt. Ça, j'en suis sûre.
Et pour ce qui est de la rédaction de lundi, c'est autre chose. Quelle idée a eu Mademoiselle Stacy de nous demander d'écrire une histoire que nous devons complètement inventer? Pourquoi tu t'inquiètes? C'est très facile. Je sais bien que tu n'auras pas de difficulté, parce que tu as de l'imagination. Mais que peut-on faire quand on n'en a vraiment aucune, Anne? Je suppose que ta rédaction est faite depuis longtemps déjà. J'ai écrit mon histoire lundi dernier. Je l'ai appelée « Le rival jaloux » ou « Ceux que la mort ne sépare point ». Tu aimes le titre? Oh oui, on dirait celui d'un vrai roman. Je l'ai lu à Marilla et elle m'a dit que c'était un ramassis d'insanité. Puis, je l'ai lu à Matthew et il a trouvé ça très bien. Joli. C'est une histoire terriblement romantique et si triste. Tellement triste, Diana, que j'ai pleuré comme un bébé en l'écrivant. Tu veux l'entendre? C'est l'histoire de deux belles jeunes filles. L'une s'appelle Cordelia Montmorency et l'autre Géraldine Seymour. Elles vivaient dans le même village et éprouvaient l'une pour l'autre une amitié inébranlable. Cordelia était une brune à l'allure royale, au visage surmonté d'une chevelure de jais et aux yeux noirs étincelants. Géraldine était une blonde princière aux cheveux semblables à de l'or filé et aux yeux qui semblaient faits de velours violet. Oh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait des yeux de velours violet. Moi non plus, je n'en ai jamais vu, mais je l'ai simplement imaginé. Je voulais quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Géraldine avait aussi un front d'albâtre. J'ai enfin trouvé la signification du front d'albâtre. Bon, et qu'est-ce qui est arrivé à Cordelia et à son amie Géraldine? Anne! Oh, Combien de temps vas-tu rester à bavarder dehors? Tu vas attraper un rhume! Oh mon Dieu, je te raconterai la suite de l'histoire demain. à demain! Au revoir, Diana. À demain. Cordelia et Géraldine, comme Anne et moi, de vrais amis. Je me demande ce qui leur est arrivé. Oh! Géraldine et Cordelia grandirent en beauté l'une à côté de l'autre, jusqu'à l'âge de 16 ans. Elles étaient devenues superbes et leur amitié n'avait fait que se renforcer avec le temps. C'est à ce moment-là que Bertram Devers, un élégant aristocrate, arriva dans leur village natal et tomba amoureux de la belle Géraldine. Alors que le cheval de la voiture de Géraldine s'était emballé, il lui sauva la vie. D'un bond, Bertram rattrapa la voiture et fit des efforts désespérés pour rejoindre la jeune fille. C'est ainsi que Bertram sauva la blonde Géraldine. Elle s'était évanouie dans ses bras et il dut la porter pendant 5 kilomètres. Parce qu'il ne restait plus rien de la voiture, j'ai trouvé passablement ardu d'imaginer une demande en mariage parce que je ne pouvais m'inspirer d'aucune expérience personnelle. J'ai demandé à Ruby Gillis si elle savait comment les hommes adressaient une demande en mariage, pensant qu'elle était quasiment spécialiste en la matière puisque tant de ses sœurs se sont mariées. Ruby m'a raconté qu'elle était cachée dans le garde-manger du couloir le jour où Malcolm Andrews a fait sa demande en mariage à sa sœur Suzanne. Elle a donc tout entendu. Il paraît que Malcolm a dit « Mon père m'a fait cadeau de la ferme ». Et après ça, il a ajouté « Que pense mon petit chat si on s'attelait pour l'automne, pour le mois de septembre ?» Ce à quoi Suzanne a répondu « Oui, non, je ne sais pas. » Et voilà, le soir même, ils étaient fiancés l'un à l'autre. Mais je ne trouvais pas cette sorte de demande en mariage très romantique. Alors, j'en ai inventé une qui convenait mieux à Bertram. Je l'ai écrite d'une façon très fleurie et très romantique. Bertram tombait à genoux aux pieds de Géraldine. Bien que Ruby Gillis m'ait dit que ça ne se faisait plus depuis longtemps,
Géraldine, rougissante, accepta sa demande dans un long discours d'une page. Je peux t'assurer que ce discours-là m'a posé bien des problèmes. Je l'ai réécrit 5 fois, mais c'est mon chef-d'œuvre. Bertram lui offrit une bague avec un gros diamant, un collier de rubis qui rutilait de 1000 feux sur sa gorge. Il lui promit qu'ils iraient en voyage de noces en Europe parce qu'il était très riche. Mais c'est alors que de sombres nuages se mirent à obscurcir leur chemin. Cordelia était secrètement amoureuse de Bertram elle aussi, et quand Géraldine lui annonça leur fiançailles, elle en conçut une fureur sans borne, surtout après avoir entrevu la bague et le collier. Toute son affection d'antan pour Géraldine se changea en haine amère. La jalousie l'étouffait. Non, Bertram l'avait couverte de fabuleux bijoux, mais elle lui avait ravi le cœur. Elle se jura que jamais Géraldine n'épouserait le beau Bertram. Pourtant, elle fit semblant d'être toujours sa grande amie. Un soir, elles étaient debout sur un pont. Un cours d'eau agité roulait sous elles. Cordelia, se croyant seule avec Géraldine, eut un rire sardonique. Oui, et elle se jeta sur son amie d'antan, la prit à la gorge comme ça et la précipita dans le fleuve tumultueux. Mais Géraldine n'était pas seule. Bertram était là et il avait tout vu. Il plongea dans le fleuve en s'écriant « Je te sauverai, oh mon incomparable Géraldine !» Mais hélas, il avait oublié qu'il ne savait pas nager et il y pensa soudain, mais il était trop tard. Et ils coulèrent à pic et se noyèrent, enlacés. Leur amour était à jamais englouti. On retrouva les corps de Géraldine et de Bertram sur la berge et ils furent enterrés dans la même tombe. Tu sais, c'est bien plus romantique de terminer une histoire par des funérailles plutôt que par un mariage. Et que devint Cordelia? Cordelia devint folle de remords et se jeta dans les flots au même endroit d'où étaient tombés les deux amoureux. J'ai pensé que c'était une punition poétique pour le crime qu'elle avait commis. Ton histoire est absolument admirable. Je ne comprends pas comment tu arrives à inventer des histoires aussi passionnantes. Tu m'as tenue en haleine depuis le début. Anne, je t'envie, tu sais, d'avoir une telle imagination. J'aimerais en avoir autant que toi, tu sais. Tu en aurais si tu la cultivais. Je viens d'avoir une idée, Diana. Nous allons former un club, le club des conteuses d'histoires. Nous écrirons des histoires pour nous entraîner et nous nous les raconterons mutuellement. Je t'aiderai jusqu'à ce que tu y arrives seule. Mademoiselle Stacy dit qu'il faut entretenir son imagination. Que dis-tu de mon idée, Diana? Est-ce que tu es d'accord? C'est ainsi que le club des conteuses vit le jour. D'abord, il se limita à Diana et Anne, mais bientôt, il s'élargit. Ruby Gillis et Jane Andrews se joignirent à elle, puis une ou deux autres fillettes qui jugeaient que leur imagination avait besoin d'être cultivée. On n'y admettait pas de garçons, quoique Ruby Gillis fût d'avis que leur présence rendrait la chose encore plus passionnante. Chacune devait écrire une histoire par semaine. C'est extrêmement intéressant, Marilla. Chacune des filles doit lire son histoire à haute voix. Et ensuite, nous en discutons ensemble. Nous allons toutes les conserver pieusement pour les faire lire à nos descendants. Et nous avons tout un nom de plume. Moi, j'ai choisi le nom de Rosamund Montmorency. Je pensais que c'était Cordelia Fitzgerald. Non, maintenant, c'est Rosamund Montmorency. C'est encore plus romantique. Les filles s'en sortent bien en général et tout fonctionne à merveille. Ruby Gillis est plutôt sentimentale. Elle met trop d'amour dans ses histoires et trop, c'est aussi mauvais que trop peu. Jane, en revanche, n'en met jamais parce que ça la gênerait de les lire à haute voix. Diana, elle met trop de meurtres dans les siennes. Elle dit que la plupart du temps, elle ne sait pas quoi faire de ses personnages. Alors elle les tue pour s'en débarrasser. C'est presque toujours moi qui leur donne leur sujet, mais j'ai des millions d'idées en tête. Je trouve que cette histoire de conteuse est la plus folle que j'ai entendue jusqu'ici.
Vous allez vous semer des tas d'idées idiotes dans la tête et perdre un temps précieux qui devrait être consacré à vos leçons. Mais Marilla, nous prenons bien soin d'y mettre une morale à chaque fois. J'insiste beaucoup là-dessus. Tous les bons sont récompensés et tous les méchants sont punis. Je suis sûre que cela doit avoir un effet salutaire sur nous toutes. La morale, c'est ça l'important, a dit M. Allen. J'ai eu l'occasion de leur lire une de mes histoires à lui et à Madame Allen. C'était une de mes préférées et je l'avais tout particulièrement soignée, surtout pour la morale. Monsieur et Madame Allen l'ont tous deux trouvée excellente. Malheureusement, ils ont ri au mauvais moment. Je préfère les gens qui pleurent au moment pathétique. Jane et Ruby pleurent presque toujours quand j'en arrive au moment pathétique. Diana a écrit à sa tante Joséphine à propos de notre club et elle lui a répondu qu'elle aimerait qu'on lui envoie quelques-unes de nos histoires. Ce que nous avons fait. Nous avons recopié 4 de nos meilleures histoires. Nous les avons fait parvenir à Mademoiselle Joséphine. Elle nous a répondu qu'elle n'avait jamais rien lu d'aussi divertissant de toute sa vie. Ce qui nous a quand même un peu surprise parce qu'elles étaient toutes fort pathétiques et que presque tout le monde y mourait. Mais je suis contente que Mademoiselle Joséphine les ait appréciées. Cela démontre que notre club fait du bien autour de lui. C'est cela notre but finalement. Madame Allen dit que cela devrait constituer notre but ultime dans tous les domaines. Tu sais, Marilla, j'espère bien que lorsque je serai grande, je ressemblerai un peu à Madame Allen. Penses-tu qu'il y a quelque chance, Marilla? À mon humble avis, il y en a très peu, ma petite fille. Tu en es sûre? Presque. Ce dont je suis sûre, c'est que Madame Allen n'a jamais été une petite fille aussi sotte et aussi distraite que toi. Eh bien, tu te trompes. Elle n'a pas toujours été aussi bonne et raisonnable qu'elle l'est aujourd'hui, Marilla. C'est elle-même qui me l'a dit. Elle m'a avoué qu'elle commettait des tas de sottises quand elle était petite. Et ça m'a fortement réconfortée de l'entendre dire ça. Mais Marilla, est-ce vraiment méchant de ma part de me sentir réconfortée quand j'entends les autres me parler de leur passé stupide et un peu espiègle? Madame Lynde affirme que ce n'est pas bien. Elle assure que cela la choque toujours d'entendre quelqu'un dire qu'il s'est mal conduit, quel que soit son âge. Madame Lynde dit qu'un jour, elle a entendu un pasteur avouer que lorsqu'il était enfant, il avait volé une tarte aux fraises dans le garde-manger de sa tante. Elle n'a plus jamais eu de respect pour ce pasteur-là. À la place de Madame Lynde, je n'aurais pas eu du tout une réaction de ce genre-là. J'aurais considéré que c'était très louable de sa part de faire un pareil aveu et que c'était encourageant pour les petits garçons comme Charlie Sloane, qui font des tas de sottises, de savoir que ça ne les empêchera pas de devenir pasteurs. Crois-tu que Charlie Sloane deviendra pasteur un jour? Je me moque totalement de ce que deviendra Charlie. La seule chose qui m'intéresse, c'est le temps que tu passes à faire cette vaisselle. Avec ton interminable bavardage, tu as déjà perdu une demi-heure. J'aimerais que tu fasses un effort et que tu essaies de te taire. Apprends à travailler avant de jacasser. Dis, Marilla, si Charlie Sloane devient pasteur... Ça suffit, Anne. Il y a à peine quelques secondes que tu as cessé de parler. Ne recommence pas avant d'avoir terminé ton travail. Marilla n'avait pas toujours la vie facile avec Anne. Elle arrivait toujours avec quelque chose de nouveau qui bouleversait la maison. Mais elle dépassa les bornes lorsqu'elle décida de changer sa couleur de cheveux. Le résultat fut épouvantable, mais vous en saurez plus la prochaine fois.走っても終わらない花の波
湖は遠く燃える雲はもっと遠く